Donc après l'exposé très clair de Frédéric, ça va me permettre de passer assez vite sur un certain nombre de considérations techniques et méthodologiques. Première diapositive est quelque chose qui vous est absolument familier, qui permet d'illustrer les propos de Robert Carlier sur l'IRM corps entier, et puis aussi d'insister sur le fait que dans la maladie de Pompe, eh bien, effectivement, il y a une prédominance de l'atteinte des muscles du diaphragme par rapport aux muscles respiratoires accessoires. Donc, autre point extrêmement intéressant pour cette maladie par rapport à d'autres maladies neuromusculaires, c'est que l'atteinte respiratoire ici, vous voyez, ici, elle est caractérisée par l'initiation de la ventilation au long cours. Ben, vous voyez que cette atteinte respiratoire, il n'y a pas d'âge pour sa survenue dans cette maladie-là. Non seulement il n'y a pas d'âge, mais en plus, on ne peut pas la prédire par l'atteinte des muscles périphériques ou par que ce soit les difficultés à la marche ou bien que ce soit le recours à des aides, des assistances à la marche ou au fauteuil roulant. Et l'autre point important, c'est que dans un nombre non négligeable de cas, eh bien, l'atteinte respiratoire va être le symptôme qui va amener à la découverte de la maladie et au diagnostic. Donc, là encore, données bien connues, je pense, pour la plupart d'entre vous, mais pour insister sur l'absence de corrélation entre la perte de la marche et la perte de l'autonomie respiratoire. Une illustration de l'un de nos patients, vous voyez, qui a une atteinte respiratoire complète, sans autonomie, et puis qui est capable de faire du vélo, et comme vous voyez, qui travaille son respirateur dans son petite poussette. Donc, reconnaître l'atteinte respiratoire dans cette maladie, c'est à la fois reconnaître l'atteinte et être capable d'explorer la fonction pulmonaire, capable de mesurer la force des muscles respiratoires, capable d'apprécier la fatigue du diaphragme ou l'atteinte diaphragmatique, et finalement de mesurer les conséquences de cette atteinte respiratoire. Donc en pratique, de façon très schématique, le minimum de la prise en charge respiratoire initiale de ces patients pour caractériser leur atteinte respiratoire, c'est la description des symptômes cliniques respiratoires et la mesure des gaz du sang artériel. Et c'est un certain nombre de tests respiratoires, notamment des tests dits volitionnels, qui nécessitent donc la participation du patient, qui sont non invasives, et donc il n'y a aucune raison de ne pas les faire. C'est bien évidemment la capacité vitale, mais aussi la mesure des pressions maximum inspiratoires et expiratoires à la bouche, qui vont permettre d'évaluer de façon non invasive finalement la force de contraction musculaire des muscles inspiratoires et des muscles expiratoires. Et puis, comme Frédéric l'a bien insisté, effectivement, la capacité à tousser. On peut avoir ou être amené à explorer de façon plus invasive la fonction diaphragmatique par la mesure des pressions transdiaphragmatiques. Mais là encore, il ne faut pas perdre de vue que c'est une méthode qui nécessite la coopération du patient, donc qui peut être vouée à certaines variations ou variabilités au cours du temps, en fonction de l'état général du patient, de son envie de coopérer ou pas. Et puis, des méthodes beaucoup plus spécifiques, probablement limitées à des centres spécialisés, qui vont évaluer de façon non volitionnelle l'atteinte des muscles respiratoires. Et c'est principalement aujourd'hui la mesure de la pression transdiaphragmatique après stimulation magnétique au niveau du cou. Et puis enfin, donc, l'enregistrement polysomnographique pour l'atteinte respiratoire au cours du sommeil. Alors, il est clair que moi, je voulais insister sur le fait que notre expérience à nous, donc à Garches, est probablement un peu biaisée par rapport à l'expérience plus générale, on va dire. On le voit très bien dans les résultats de ces deux séries, où on voit que dans cette série de Vauquet, vous voyez que la majorité des patients ont une capacité vitale supérieure à 80%. On voit notre biais de sélection ici, puisque la majorité des patients ont une capacité vitale bien inférieure à 80%. Et donc on peut avoir, et je peux avoir dans mon topo, peut-être un certain biais, et donc je vous prie de m'en excuser d'avance, qui est lié à notre expertise basée sur les malades les plus graves. Voilà
une photographie que vous avez l'habitude de voir aussi, c'est-à-dire une décroissance progressive au cours du temps, mais qui peut durer très longtemps, de l'atteinte respiratoire. Et donc ce type de courbe est très intéressante. Et puis on aime bien voir ce type de courbe parce qu'on a l'impression effectivement que les choses sont vraiment bien standardisées, que ça va décliner de façon progressive au cours du temps. La réalité, elle est tout autre. La réalité, elle est celle-là. C'est-à-dire que vos patients, ils peuvent effectivement décroître de façon extrêmement rapide et brutale, souvent après un épisode aigu. Ils peuvent rester très longtemps très stables. Et puis, on a d'autres qui vont avoir des montagnes russes. Vous avez des patients qui vont décliner puis remonter. Et donc, il est extrêmement difficile, sur la mesure et le suivi de ces tests volitionnels, et notamment de la capacité vitale, d'avoir une idée assez robuste, finalement, de la progression en termes de sévérité du patient. Donc ça, je vous demande de bien garder cette photo à l'esprit parce que je pense qu'elle montre bien la difficulté que l'on peut avoir dans le suivi respiratoire de ces patients. La mesure de la pression transdiaphragmatique, et donc merci à Frédéric Lofaso d'avoir fourni ces très belles images. Donc voilà, c'est un enregistrement polygraphique. Vous voyez, on va positionner une sonde, on va mesurer la pression dans l'estomac et la pression dans l'œsophage. Un sujet normal comme vous et moi, si on se réfère à ces deux courbes-là, qui sont la mesure de la pression dans l'œsophage, la mesure de la pression gastrique, on voit bien que les deux systèmes sont en opposition de phase. Entre les deux, il y a le diaphragme. Quand le diaphragme se contracte, ça va être positif d'un côté, négatif de l'autre côté. J'ai un patient qui a une faiblesse diaphragmatique ou une paralysie diaphragmatique, comme ce patient qui a un déficit en maltase acide. Vous voyez qu'il n'y a plus du tout d'opposition de phase entre les deux courbes. Autrement dit, ça témoigne directement de l'absence ou de la faiblesse de la contraction du diaphragme. Et ça, c'est un outil extrêmement robuste pour évaluer et apprécier la fonction diaphragmatique dans cette population. C'est un test volitionnel, mais qu'on peut rendre non volitionnel par la mesure, encore une fois, on va provoquer une stimulation magnétique au cou, donc c'est relativement non invasif, on va dire que c'est semi-invasif parce qu'on crée une stimulation magnétique, et on va donc, vous voyez, provoquer une réponse diaphragmatique qui va être une contraction du diaphragme qu'on va être capable de mesurer. Là encore, vous voyez que ce patient qui a une maladie de pompe va avoir aucune contraction du diaphragme en réponse à cette stimulation magnétique. Et enfin, au cours du sommeil, on a bien évidemment, au cours de cette maladie, comme dans la plupart des maladies neuromusculaires, des apnées du sommeil qui peuvent être obstructives, mais aussi, surtout, du fait de la dysfonction diaphragmatique qui peuvent être centrales. Alors le traitement, l'indication de la prise en charge respiratoire de ces patients ne diffère pas en termes d'indication d'initiation à la ventilation mécanique des autres maladies neuromusculaires. Donc je vous ai rappelé ici les critères sur lesquels Frédéric a déjà insisté, et je ne vais pas insister davantage. Puis on reviendra sur l'effet de l'enzymothérapie dans cette population. Je voulais d'abord partager avec vous quelques informations sur le registre international de la maladie de pompe, qui contient donc à la fois des formes infantiles et des formes tardives. Et donc au total, à cette date-là, on avait à peu près 740 patients dans l'étude. Et une distribution donc globale, Amérique du Nord, Amérique latine, Europe et puis Australie. Et donc vous voyez, encore une information, mais c'est rien de neuf, vous savez ça aussi bien que moi, vous en avez déjà parlé aujourd'hui, le délai qui existe entre l'apparition des premiers symptômes et le diagnostic. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'en 10 ans, on n'a fait aucun progrès. C'est-à-dire qu'on n'est pas meilleur dans le diagnostic et la reconnaissance de la maladie. Donc, merci à Claude, à Pops, merci à tout le monde d'essayer de nous faire progresser pour raccourcir le plus possible ces délais. Alors, vous n'allez pas très bien voir cette diapositive qui est issue du registre, mais je voulais quand même vous la montrer. Parce que la mesure de la capacité vitale, on a dit, c'est vraiment le minimum. Si vous regardez d'abord dans les formes infantiles, c'est 11 patients sur 120 qui ont effectivement cette mesure faite, au moins une fois dans leur suivi. Et chez les adultes, c'est pas tellement mieux. C'est 168 patients sur un total de 373 qui ont eu au moins une mesure de la capacité vitale pendant leur suivi. Donc on voit que cette mesure aussi simple d'évaluation de l'atteinte respiratoire, non invasive et disponible a priori à peu près partout,
elle n'est pas systématiquement faite. Alors, c'est même pas la peine de parler des pressions à la bouche, aspiratoire ou expiratoire maximale. Là, c'est 40 patients sur 340 patients adultes qui ont eu cette mesure, avec probablement ici un biais, et je suis sûr qu'on est capable de mettre sur la carte mondiale exactement l'endroit, le petit village gaulois où ça a été fait. Ce qui est intéressant de voir, c'est, vous le savez là encore, mais je pense que ça fait partie des choses qu'il faut rappeler, si on prend les formes infantiles, vous voyez que l'atteinte respiratoire, on va la retrouver plutôt ici, et donc c'est loin d'être le problème prédominant dans ces formes-là. Chez les formes adultes, ou les formes, on va dire, tardives, c'est tout le contraire. On voit que effectivement la prévalence des symptômes respiratoires est extrêmement importante. De même que le recours à l'assistance respiratoire, quelles qu'en soient les modalités, c'est pratiquement un patient sur deux dans le registre qui a une assistance respiratoire. Donc c'est une prévalence extrêmement importante dans les formes tardives de patients qui ont une ventilation assistée qui a été initiée au cours de leur suivi. Sont rappelés ici, on peut passer vite pour avoir plus de temps pour discuter les principaux symptômes. Et donc, effectivement, un moyen vraiment très simple d'évaluer l'importance de l'atteinte diaphragmatique dans cette population, en consultation, de façon très ambulatoire, c'est vraiment facile à faire. Mais on va aller mesurer la capacité vitale en position assise et en position couchée, et puis mesurer la chute, l'importance de la chute de cette capacité vitale, qui sera un indicateur indirect mais fiable de la fonction diaphragmatique et de l'importance de la perte de la force diaphragmatique. L'enzymothérapie, sur l'atteinte respiratoire, ces données sont tirées du papier de Hans van der Ploeg dans le New England, donc vous les connaissez aussi bien que moi. Et juste pour insister sur le fait qu'on a ici une histoire un peu naturelle sur un an de déclin progressif de la capacité vitale, et le traitement semble avoir un effet précoce, mais qui est surtout de maintien de la capacité vitale, c'est-à-dire de prévenir peut-être la dégradation respiratoire. En tout cas, dans cette étude-là, et on est très intéressé pour avoir des informations sur le plus long terme d'une part, et d'autre part, si l'on peut un peu simuler peut-être l'évolution de la capacité vitale, et si l'on peut définir à partir de ces données-là, peut-être un indicateur qui pourrait permettre de prédire le moment auquel le patient aura besoin d'une assistance ventilatoire, et voir si l'enzymothérapie permet de retarder ce recours à l'assistance respiratoire. Enfin, pour finir, quelques données sur l'étude SLOTS, qui était donc une étude demandée par l'Agence européenne, me semble-t-il, donc une étude ouverte dans les formes les plus graves. Vous voyez que c'est vraiment des maladies graves, puisque 5 patients, et sur les 5 patients, 4 n'ont aucune autonomie respiratoire. Si vous les débranchez du respirateur, ils meurent. Donc aucune autonomie respiratoire. Bon, on a, grâce à l'excellence du service de Frédéric Lofaso, dans ces formes extrêmement difficiles, avoir pu obtenir malgré tout à l'état basal donc une évaluation très précise de la fonction respiratoire. Et donc l'évolution sous traitement, après 52 semaines de traitement, donc vous avez l'échelle de Borg modifiée, une échelle analogue visuelle pour mesurer la sensation de dyspnée par le patient, de 0 à 10, 0 vous n'êtes pas essoufflé, et 10 vous êtes très essoufflé. Donc vous voyez premièrement que la complainte « je suis essoufflé », finalement, elle n'est pas forcément mise en avant par ces patients qui sont extrêmement sévères et sous ventilateurs. Donc c'est un point important à ne pas méconnaître. Et vous voyez que grossièrement, sur cette mesure, on va dire symptomatique, on ne voit pas véritablement d'effet du traitement au bout de 52 semaines. En termes de mesure de la capacité vitale en position assise, donc on voit à quel point ces patients sont graves, avec des capacités vitales extrêmement basses. On voit donc 2 patients, le patient 1 et le patient 4, qui semblent, c'est même plus qu'ils semblent, je n'ai pas le temps de vous montrer l'ensemble des données, mais on confirme le fait qu'ils ont effectivement gagné quelque chose en termes de muscles respiratoires, et 3 patients qui n'ont pas gagné, qui stagnent, en tout cas, ils ne peuvent pas tellement s'aggraver beaucoup plus, malheureusement. Si on mesure le pourcentage de changement par rapport à la valeur basale, vous voyez, on confirme bien que ces 2 patients ont, alors qu'ils étaient extrêmement graves, malgré tout bénéficié sur ce critère-là, en tout cas, de l'enzymothérapie.
Et c'est parfaitement concordant avec l'amélioration de la pression expiratoire maximale, qu'on revoit ici en pourcentage de variation chez ces deux patients par rapport aux autres, ou en termes de pourcentage de variation de la pression inspiratoire maximale mesurée à la bouche. Et en termes de mesure de la pression transdiaphragmatique par le PDI, donc là encore, on voit chez le patient 1, on partait de quasiment zéro. Il est capable de générer ensuite une différence de pression. Donc ça témoigne le fait que le diaphragme se remet à contracter. Sur le patient 4, il avait encore un peu de force pour contracter son diaphragme au début et il a eu un gain malgré tout. Ces patients-là, cette amélioration de la fonction respiratoire et de la force musculaire du diaphragme s'est accompagnée par un raccourcissement de la durée de la ventilation, puisque alors qu'ils n'étaient pas du tout débranchables du respirateur, l'un et l'autre tiennent maintenant 1 à 2 heures sans pouvoir être ventilés, ce qui, pour ces patients-là, est en tout cas une sécurité supplémentaire. Donc les conclusions et perspectives, c'est que premièrement, je crois qu'il faut véritablement que tous ces patients aient au minimum et de façon routinière la mesure de la capacité vitale et des pressions maximum inspiratoire et expiratoire à la bouche, qu'ils aient un screening de la fonction diaphragmatique par la mesure de la capacité vitale assis couché, et éventuellement pour certains centres, qu'ils aient des explorations plus spécifiques, notamment lorsqu'il y a une atteinte sur ce critère-là. Et puis enfin, on espère que l'on pourra développer dans les prochaines années des moyens plus non invasifs à la fois d'imagerie ou d'électrophysiologie de surface pour essayer de mieux appréhender la force musculaire diaphragmatique. En ce qui concerne les effets de l'enzymothérapie, il semble possible, y compris dans les formes les plus graves sans autonomie respiratoire, l'effet au long terme de cette enzymothérapie, à la fois sur les formes modérées et sur les formes les plus graves, reste pour l'instant à établir. Merci beaucoup.